Merci à vous. Monsieur le secrétaire général, merci encore d'avoir pu accepter notre invitation. Alors, les élections sénatoriales, c'était hier, les élections sénatoriales ivoiriennes sur toute l'étendue du territoire national. Dites-nous comment s'est organisé le scrutin? Alors, l'élection sénatoriale est un scrutin indirect, ce qui signifie que ce sont des grands électeurs qui élisent les sénateurs. En l'occurrence ici, les grands électeurs sont les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, auxquels il faut ajouter, bien entendu, les candidats eux-mêmes. Les sénateurs sont donc les élus des élus locaux. Alors, il faut indiquer que le scrutin a lieu dans les 31 régions que compte le pays, ainsi que dans les 2 districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. On se retrouve donc avec 2 sénateurs élus par circonscription électorale, et ce qui fait donc normalement un total de 66 sénateurs. Mais comme cela a été indiqué tout à l'heure dans les éléments qui sont passés, l'élection dans la région du Guémon a donc été différée, de sorte que pour l'heure, nous avons 64 sénateurs élus sur les 66 attendus. Il y a lieu donc de préciser que, au regard de l'article 87 de la Constitution, le président de la République donc, a pouvoir pour nommer le tiers restant des sénateurs, soit 33 sénateurs. Et justement, pourquoi tous les sénateurs ne sont pas élus? Pourquoi seulement 99? Pourquoi seulement 66 sur les 99? Alors, je l'indiquais tantôt, c'est déjà un pouvoir qui est conféré au président de la République par la Constitution, et il ne s'agit pas ici d'une singularité ivoirienne. La plupart des États, africains notamment, qui ont décidé de faire du système bicaméral, ont donc ce dispositif avec une partie des sénateurs élus et une autre partie des sénateurs nommés. Mais il faut dire qu'il y a derrière ce pouvoir reconnu au président de la République une philosophie. C'est que, vous conviendrez avec moi, que le débat public ne saurait se limiter à sa dimension purement politique. Il y a des sujets qui concernent la vie de la nation et qui devraient pouvoir fédérer l'ensemble du corps social. Et ce débat, il est nourri par les réflexions des sachants et des experts. Justement, les sénateurs nommés le sont en considération de leurs compétences avérées dans certaines matières bien précises, notamment le scientifique, l'administratif, le culturel, le sportif, etc. etc. Est-ce à dire que de l'autre côté, dans la chambre voisine, à l'Assemblée nationale, donc, est-ce que ce que vous dites signifie que la qualité là-bas peut faire défaut? Non, nous disons que Vu que tout le monde est élu, il n'y a pas de nomination, donc les experts dont vous parlez, est-ce qu'ils peuvent manquer là-bas et donc la qualité des hommes, des élus, peut faire défaut? Il ne faut pas inscrire l'Assemblée nationale et le Sénat dans des rapports d'opposition. Il s'agit de 2 chambres qui s'inscrivent plutôt dans des rapports de complémentarité. La vue est une, mais on voit mieux avec 2 yeux, pour emprunter le mot de Joseph Barthélemy. D'ailleurs, la qualité de la loi jaillit justement de cette œuvre de coproduction législative induite de la navette entre les 2 chambres. Ceci dit, le Sénat a une spécificité. C'est justement sa mission de représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Parlons de bilan sur les collectivités territoriales. On peut retenir qu'au cours de ces 5 dernières années, le Sénat a joué pleinement son rôle de veille constitutionnelle et de veille législative. Et bien entendu, à l'initiative du président du Sénat, M. Jeannot Ahoussou-Kouadio, 2 grandes rencontres ont été menées avec l'ensemble des acteurs de la décentralisation qui ont permis de positionner le Sénat comme une force de proposition au gouvernement sur toutes les questions qui touchent à la décentralisation. Qu'il s'agisse du statut de l'élu local, du personnel des collectivités territoriales, de la question de la coopération décentralisée, du financement des collectivités territoriales. Toutes ces questions
ont fait l'objet de documentation et on peut dire que pendant cette législature, le Sénat a véritablement fait les états généraux de la décentralisation. Vous le dites bien, la vue est une, mais on voit mieux avec les deux yeux, mais j'aimerais vous dire, Monsieur le Secrétaire général, qu'on a fonctionné quand même longtemps sans ces deux yeux, sans les deux chambres du Parlement, et les choses semblaient bien se passer. Maintenant que la chambre, la deuxième chambre existe, le Sénat existe, qu'est-ce qu'on a gagné en plus? Quelle a été la plus-value après ces 5 premières années qu'on peut considérer comme test? Alors, votre question m'amène à faire brièvement le bilan de cette Allez-y, justement. Qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, il faut rappeler rapidement les missions essentielles du Sénat, à savoir donc le vote de la loi, le contrôle de l'action du gouvernement et de l'évaluation des politiques publiques et la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne le vote de la loi, le Sénat a incontestablement contribué à l'amélioration de la qualité de la loi. Des amendements ont été faits sur nombre de projets de loi. Tous ces amendements ont été endossés par l'Assemblée nationale. Et je pourrais citer par exemple cette loi importante sur l'évaluation des politiques publiques qui vient aujourd'hui rajouter la question de la gestion axée sur les résultats dans la gouvernance de nos différentes administrations. Et donc, il y a eu donc cet apport à la qualité de la loi. Ensuite, au niveau du contrôle de l'action du gouvernement, le Sénat a eu à exercer 2 missions essentielles. Il y a eu donc des séances d'information parlementaire tout le long donc, de cette législature. Et à ce niveau, il faut rappeler le rôle éminent que le Sénat a joué pendant la Covid-19 à l'hémicycle. Les sénateurs ont invité tous les membres du gouvernement directement impliqués dans la gestion de la Covid-19 à venir devant la représentation nationale pour expliquer les mesures prises afin de juguler cette crise qui a ébranlé le monde entier. Et dernièrement, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, c'était donc cette session, au cours de cette session de 2023, les sénateurs ont eu une démarche inédite. Il s'est agi d'aller vérifier, regarder la mise en œuvre des grandes infrastructures et importants chantiers de l'État. Vous êtes d'accord avec moi que la Côte d'Ivoire est en chantier et un certain nombre d'infrastructures sont prévues au plan national de développement. Et les sénateurs sont allés au contact du terrain, aussi bien à San Pedro, aussi bien sur l'axe Yamoussoukro-Korogo, pour regarder, vérifier la mise en œuvre effective des grands chantiers de l'État initiés par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Cette démarche est importante à relever parce qu'il s'agit là d'une démarche quasi inédite dans l'histoire parlementaire de notre pays. Alors, il faut également parler d'un point important de la vie du Sénat. Il s'agit de la diplomatie parlementaire. Il faut dire qu'à ce niveau, le Sénat a contribué au rayonnement de la Côte d'Ivoire en dehors de nos frontières. Le Sénat est membre de la plupart des organisations internationales, aussi bien au niveau mondial qu'au niveau régional et sous-régional africain. Le Sénat est membre du Parlement panafricain, membre du Parlement de la CEDEAO et dernièrement, le Sénat a fait son entrée au Parlement de l'UEMOA. Et tout cela nous apporte quoi de faire partie de toutes ces grandes organisations? Alors, faire partie de toutes ces grandes organisations permet de porter la voix de la Côte d'Ivoire au sein de ces grandes organisations. Vous savez, la diplomatie parlementaire vient en appoint à la diplomatie traditionnelle, qui relève de la compétence exclusive de son Excellence, Monsieur le Président de la République.
D'accord. Et voilà que la législature prend fin. Alors, au chapitre du bilan, oui, il importe de relever également au niveau de la diplomatie parlementaire cet hommage que la Côte d'Ivoire a eu au Sénat français en octobre 2022. Je voudrais dire ici que le président Jeannot Ahoussou-Kouadio conduisait, dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et entre le Sénat ivoirien et le Sénat français, une mission dans cet hémicycle. Et les sénateurs français, dans leur entièreté, toute obédience confondue, ont rendu un hommage mémorable à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour magnifier son œuvre de paix et de stabilité, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Alors, ce type d'hommage est rare dans les institutions parlementaires. Que toute une assemblée se lève et, dans une standing ovation, honore un chef d'État, c'est vraiment reconnaître l'envergure exceptionnelle du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Voilà, et c'est cela. Et qu'est-ce qui est prévu donc pour cette deuxième législature qui s'ouvre? Alors, les perspectives, est-ce qu'il y en a? Bien entendu, après 5 ans, on ne peut pas avoir tout embrassé. Aujourd'hui, il importe que le Sénat, après avoir éprouvé son règlement, le règlement est justement le texte qui a valeur de loi organique qui organise le fonctionnement de l'institution. Le droit parlementaire est un droit essentiellement procédural et il y a à ce niveau quelques améliorations à apporter. Il faut donc renforcer la robustesse de notre cadre réglementaire. Et justement, la révision du règlement du Sénat est rendue inéluctable par la dernière révision constitutionnelle qui a donc institué le principe des 2 sessions parlementaires. Et justement, il s'agit d'expliciter les modalités de mise en œuvre du droit d'amendement accordé au président de la République. Mais au-delà de ces aspects, il y a lieu également de tenir compte des innovations majeures qui ont cours dans la plupart des parlements modernes aujourd'hui. Il s'agit d'introduire dans notre règlement la question du vote à distance, la question du vote électronique, tout en garantissant justement les questions de sincérité et d'intégrité du vote. Merci. Alors, au-delà donc du règlement, il y a lieu également pour le Sénat au cours de la prochaine session parlementaire d'œuvrer véritablement, de mettre en œuvre véritablement sa mission de représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Un forum est en préparation actuellement entre les services administratifs du Sénat et les services techniques du ministère d'État, ministère de l'intégration africaine et de la diaspora, en vue de préparer un forum avec la diaspora. Ce point est important parce qu'il permet justement d'envisager la contribution effective des Ivoiriens résidant hors du territoire national à l'œuvre d'édification et de construction de la nation. Merci beaucoup, M. Merci Touré. beaucoup. Il y a lieu d'indiquer au titre du 30 secondes, M. Touré. OK. Il est important d'indiquer que tout ceci n'a pu se faire qu'avec le soutien et l'accompagnement effectif de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République a été aux côtés du Sénat tout le long de cette législature. Il a été à la rentrée solennelle en 2018, il a été à l'inauguration du siège du Sénat, il a été à l'ouverture de la session ordinaire de 2019 et dernièrement, au cours de son message sur l'état de la nation, le président de la République a réglé la question du financement des groupes parlementaires au Sénat. On peut dire que le président de la République a eu raison. Il a eu raison de proposer aux Ivoiriens cette réforme institutionnelle qui a fait basculer le système parlementaire ivoirien du monocaméralisme